Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement reçoit ici à Sharm el-Sheikh en Égypte en marge de la COP 27 sur les changements climatiques. Monsieur Richard Amalvi, il est le directeur général de la Fondation de Brazzaville. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour Raoul. Alors, qu'est-ce qui peut justifier la présence de la Fondation de Brazzaville, déjà répétée depuis un certain nombre d'années, dans les questions du climat? La Fondation est ici à Sharm el-Sheikh, tout simplement parce que depuis quelques mois, elle a acquis le statut d'observateur à la COP. Donc, nous sommes venus en quelque sorte étrenner notre statut d'observateur pour pouvoir rencontrer à la fois les parties prenantes gouvernementales, sociétés civiles et secteurs privés qui viennent aussi participer à cette grande messe climatique. Alors, c'est quoi justement, en termes de définition, les attributs qui sont conférés à la Fondation de Brazzaville? Comme tout observateur, donc, on peut venir ici avec des limitations, bien sûr, qui sont de ne pas aller dans les parties gouvernementales, mais en zone bleue, nous avons le plaisir de pouvoir discuter avec les interlocuteurs qui sont les nôtres habituellement dans nos dossiers, c'est-à-dire les États, les organisations intergouvernementales, notamment le système des Nations Unies, ou les grandes banques comme la Banque mondiale, la BOAD, la BDEAC, pour ce qui concerne, par exemple, la partie bassin du Congo, et aussi d'autres membres de la société civile que nous rencontrons notamment dans la zone verte. Donc nous alternons notre présence à la COP entre la zone bleue pour les rencontres officielles et la zone verte pour ce qui est beaucoup plus informel. Et si vous le voulez, dans un instant, je pourrais vous parler de ce que nous faisons en zone verte, ce qui est une consultation qui nous permet de comprendre certains éléments importants aujourd'hui sur la perception que les Africains ont du rôle qu'ils peuvent jouer dans la réponse aux défis du changement climatique et la manière aussi dont les non-africains perçoivent l'Afrique comme pouvant jouer un rôle également dans la réponse aux enjeux climatiques planétaires. Et donc, on veut arriver à comprendre ces perceptions, pour voir comment elles diffèrent ou comment elles se rejoignent, et notamment pour pouvoir faire évoluer le discours sur l'Afrique. On se rend compte que très souvent, les non-africains n'ont pas une perception juste de ce que l'Afrique peut faire en termes de réponse au changement climatique. Et justement, en rapport avec cette présence dans la zone verte, de façon concrète, quels sont les objectifs visés par votre participation de façon pratique? Alors, de façon pratique, c'est cette consultation que nous menons, que nous avions déjà menée à Kinshasa lors de la pré-COP. Et donc, nous l'approfondissons. À Kinshasa, on a compris qu'il y avait des questions qui tournaient autour du changement de narratif. On voit bien que beaucoup de dirigeants politiques africains appuient beaucoup sur cette question en essayant de faire prendre conscience au reste du monde que l'Afrique a un rôle à jouer qui est éminent. C'est par exemple la demande du président Macky Sall d'avoir un siège au Conseil de sécurité aux Nations Unies, ou par exemple de pouvoir être accueilli au G20 en tant que président de l'Union africaine, comme tout autre interlocuteur le serait. Donc, changement de positionnement, compréhension du rôle réel de l'Afrique, de son poids, bien sûr, démographique, certes, c'est dans le futur, mais aussi économique. Et en ce qui concerne la conversation sur le climat, nous savons, quand on dit par exemple que le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète, on voit bien que l'Afrique doit pouvoir être autour de la table au même niveau que tous les autres interlocuteurs. Donc ça, c'est un des premiers points qui avait été relevé lors de notre consultation à Kinshasa, et nous approfondissons cette question aujourd'hui pour voir comment Africains et non-Africains perçoivent ces questions. Deuxième élément, les projets les projets environnementaux portés par l'Afrique. Il semble que, notamment du côté des bailleurs de fonds internationaux, on ait parfois des doutes sur la manière dont l'Afrique peut porter ses propres projets. A-t-elle la capacité, a-t-elle les compétences? Et on arrive inévitablement à la question de la bancabilité. Est-ce que ces projets sont bancables? Est-ce qu'ils sont présentables devant les investisseurs? Et donc nous testons quelques idées ici à la COP, notamment l'idée, outre le renforcement des compétences, des porteurs de projets, inévitables, et ça Raoul, vous le savez très bien, aussi avec les activités qui sont les vôtres, on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas avoir, par exemple, ce que dans certains pays occidentaux on appelle un incubateur. Je sais qu'il existe des incubateurs en Afrique, dans le secteur privé,
Et donc là, on se pose la question de savoir si on peut mettre les projets en incubation et proposer aux bailleurs de fonds de financer les projets dès leur incubation, ce qui inévitablement permettrait aux bailleurs de fonds d'avoir une garantie supplémentaire de la réussite de ces projets, et aussi une recherche d'efficience, parce que si on met le projet en incubation, on court moins le risque que le projet se défasse en cours de route. Donc du coup, nous testons cette idée, nous voyons parmi les premières réponses que nous obtenons qu'elle plaît. Et donc tout à l'heure, je discutais avec le représentant d'une banque africaine et je voyais aussi qu'à travers la conversation que nous avions, cette idée plaît beaucoup. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui si la Fondation Brazzaville va lancer un incubateur, mais on se pose sincèrement la question et on essaie de voir avec quel partenaire nous pourrions le faire. Naturellement, nous devrions le faire avec le bassin du Congo, puisque vous le savez, la Fondation Brazzaville, en 2016, avec la Comifac, avec d'autres partenaires, a imaginé le Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui a été présenté par la République du Congo avec le soutien du Royaume du Maroc à la COP 22 à Marrakech. Effectivement, pour embrayer sur votre conclusion, alors quelle évaluation vous faites depuis 2016 de l'accompagnement sur l'initiative des Fonds bleus qui, justement, je rappelle, avait été lancée en marge de la conférence climat à Marrakech en 2016, comme vous l'avez tantôt dit? Alors on peut se réjouir, on l'a vu la semaine dernière, de la capacité maintenant de rassembler l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes qui ont bien compris l'enjeu autour du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc ce fonds a acquis une réputation, il faut maintenant qu'il soit effectif. Et donc notre préoccupation actuelle en tant que partenaire technique, et je pense aussi à mon président Jean-Yves Olivier, qui est président fondateur de la Fondation Brazzaville, mais aussi ambassadeur de bonne volonté. Il a été nommé par les chefs d'État lors du sommet de 2018 avec 3 autres ambassadeurs de bonne volonté, notamment la princesse Lala Asna du Maroc qui était avec nous la semaine dernière. On se pose la question de savoir comment capter à présent plusieurs types de fonds. Par exemple, des fonds d'appui technique pour arriver à structurer la commission climat pour le bassin du Congo et la doter du secrétariat exécutif qui va lui permettre non seulement d'appuyer la gouvernance du fonds, mais d'en assurer sa gestion, son management. Nous nous posons aussi la question de l'accélération de certains processus, comme l'adoption définitive des statuts de la CCBC, afin qu'elle puisse jouir de sa personnalité juridique pour lui donner la capacité de contractualiser, notamment avec la BDEAC, qui est la banque qui a été désignée pour être la banque domiciliaire du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc faire en sorte que dans les mois qui viennent, le dispositif soit définitivement en place pour pouvoir recevoir les fonds, fonds d'appui technique pour la CCBC et tout le réseau. On peut imaginer qu'avec ces fonds d'appui technique, on puisse structurer non seulement le secrétariat, mais tout le réseau des points focaux dans l'ensemble des ministères de l'Environnement. Ce serait formidable. Ça permettrait de donner un dynamisme extraordinaire à ce très grand projet, parce que c'est aujourd'hui certainement le projet le plus, comment dirais-je, le plus prometteur au niveau du continent. Et en plus, il touche une zone qui est essentielle pour l'Afrique, mais qui est aussi un enjeu planétaire. Et puis, il faudra, bien entendu, trouver le dispositif qui va permettre non seulement d'incuber les projets, mais de les faire maturer avec ceux qui les portent, pour que définitivement, ils puissent être financés. En sachant que nous devons nous projeter dans un temps long, puisque certains projets, notamment d'infrastructure, demandent des études techniques qui peuvent encore prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, il va falloir aussi avoir la patience de se projeter dans l'avenir pour voir aussi les fruits que porteront ce fonds bleu. C'est dit aujourd'hui que la Fondation de Brazzaville se positionne sur un certain nombre d'aspects comme une agence d'accompagnement, de facilitation dans le cadre des études et le positionnement sur les mécanismes innovants. Alors, initialement, la Fondation a fait la préétude qui a permis de présenter l'idée du fonds à la COP 22 à Marrakech. Ensuite, nous nous sommes, comment dirais-je, mis en retrait pour aussi donner l'espace suffisant
aux acteurs africains de prendre l'autonomie et de s'approprier le projet. C'est tout à fait normal. Dans tout développement, dans tout processus de développement endogène, il faut savoir limiter les apports exogènes pour faire en sorte que les acteurs s'approprient le projet et puissent bien sûr l'amener à la dimension qu'ils souhaitent. Et notamment quand on passe aux bénéficiaires ultimes. L'année dernière, nous avons travaillé avec la coordination technique de la Commission Climat à une stratégie de plaidoyer et de communication marketing en vue justement d'imaginer ce positionnement international, cette reconnaissance internationale et du point de vue financier, arriver à capter les fonds nécessaires pour abonder le fonds bleu. Actuellement, nous sommes en stand-by d'une certaine manière, on est à nouveau en retrait, en observation, ce qui ne nous empêche pas bien évidemment de faire des suggestions, ce que je viens de faire d'ailleurs, et donc nous discutons avec les différents partenaires techniques avec lesquels nous sommes en amitié pour voir comment on peut continuer bien sûr de soutenir l'avancée du fonds bleu pour qu'il arrive à un plein succès. Au-delà des aspects liés à l'environnement, la Fondation également se penche sur les questions de santé, quand on sait que la corrélation entre les deux n'est pas forcément lointaine. Alors, les actions dans sur ce domaine de santé consistent à quoi? Alors, en janvier 2020, la République du Togo, avec l'appui de la Fondation Brazzaville, a lancé l'initiative de Lomé contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure. De quoi s'agit-il? En gros, de faux médicaments ou de médicaments qui sont sous-dosés et qui malheureusement ne soignent pas. Au contraire, ils tuent. Et c'est un fléau important en Afrique. On peut considérer que à peu près 70 à 80% des médicaments qui circulent, notamment sur les marchés, sont des faux médicaments et donc ils ne remplissent pas leurs offices, ils ne soignent pas les patients africains. Donc si on veut, on peut prendre le sujet du point de vue de la santé publique et donc on va se poser la question de savoir comment fournir aux patients africains des médicaments de qualité à un prix abordable. Alors ça, c'est une vraie question. Mais comme ce trafic est extrêmement important et qu'il nourrit des bandes criminelles qui font des ravages, voire des bandes de terroristes également, on se rend compte que c'est aussi un problème de sécurité. Sérieux. On voit très bien qu'il est difficile parfois pour des douaniers ou des forces de sécurité d'arrêter les trafiquants le long des larges frontières des pays africains. Ce qui veut dire aussi, une fois que nous avons bien analysé la situation, que nous avons identifié qu'on a aussi un problème d'état de droit et de législation. Il faut renforcer les législations pour incriminer ceux qui sont les auteurs de ces trafics et qui sont bien sûr à la fois corrupteurs et corrompus. Et à la fin, on imagine un volet, mais là c'est pour penser à la durabilité de ces processus d'économie de la santé. On sait que plusieurs pays aujourd'hui ont mis en place des couvertures sanitaires universelles, ce qui suppose de mettre en place une économie de la santé pour pouvoir financer ces couvertures sanitaires universelles. Et il faut donc des cercles vertueux vers lesquels on va aller pour pouvoir fournir, une fois encore, du médicament de qualité à un prix abordable. Donc il faut assécher le trafic de faux médicaments, puisque c'est un problème de santé publique, c'est un problème de sécurité qui doit être réglé par de nouvelles législations pour parvenir à un système vertueux d'une bonne économie de la santé dans chacun des pays. Oui, mais comment est-ce qu'on parvient dans un contexte beaucoup plus africain, jonché par justement l'accès facile à ces faux médicaments, l'accès facile à des prestations médicales irresponsables, à juguler et à proposer des solutions très adaptées pour y faire face? Alors, chaque fois qu'on aborde ce sujet, on se dit par quel bout on le prend. Donc nous avons identifié 2 leviers que nous allons tester dans les semaines qui viennent en République togolaise, qui s'est portée candidate pour faire un pilote. Premièrement, une action interministérielle. Un ministre de la Santé ne peut rien faire tout seul. Il faut absolument conjuguer les efforts entre le ministère de la Santé, santé publique donc, et bien sûr les forces de sécurité, de défense, le ministère des Finances pour la douane, le ministère de l'Industrie pour l'industrie pharmaceutique. Donc on voit qu'il faut d'une grande conférence nationale pour
fabriquer un plan national de lutte contre les faux médicaments qui parvienne à installer donc cette idée de mettre à disposition du médicament de qualité à un prix abordable. Il faut ensuite, une fois que ce plan est établi, ou pendant que ce plan est en cours d'élaboration, discuter avec le secteur privé et la société civile. Société civile qui, à travers les ONG et les congrégations, est un acteur important aussi du système de santé africain. En même temps, il faut des actions de sensibilisation, notamment en direction des femmes, qui sont à la fois vendeuses, pour la plupart, et acheteuses de ces médicaments. En direction de la jeunesse, pour qu'elles comprennent qu'il y a une autre façon de se soigner. Ce qui ne disqualifie pas d'ailleurs les tradipraticiens, parce que souvent on nous dit, mais si vous faites ça, on va disqualifier les tradipraticiens et la pharmacopée traditionnelle. Non, on peut disqualifier les charlatans, qui empoisonnent ceux à qui ils vendent du faux médicament. Mais tous ceux qui contribuent au système de santé doivent être encouragés. Santé, environnement, implémentation des politiques, accompagnement, tout cela se résume en termes de besoins pour les États par des mécanismes de financement dont on a besoin pour implémenter ces politiques. Au niveau de la Fondation, comment on répond ou quelles sont les solutions qu'on propose? Alors très concrètement, reprenons l'histoire du Fonds bleu. Donc Jean-Yves Olivier, notre président, est ambassadeur de bonne volonté. L'action de la Fondation procède du mandat qu'il a reçu et donc nous identifions, quand nous le pouvons, des bailleurs de fonds potentiels. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut que le dispositif du Fonds bleu soit totalement mis en place pour que nous puissions justement amener les bailleurs de fonds jusqu'au Fonds bleu. Donc ça, c'est de l'intermédiation, c'est de la mise en contact, c'est de la facilitation, ça fait partie du travail que nous savons faire depuis la création de la Fondation. Il y a aussi de l'appui technique, c'est-à-dire, on l'a vu l'année dernière, en travaillant à la coécriture de la stratégie de plaidoyer et de communication marketing, nous avons fait de l'appui technique à la CCBC. En ce qui concerne les faux médicaments, c'est la même chose. Appui technique, en mettant en place une méthodologie que nous allons tester avec le projet pilote. Et puis, pendant qu'on met en place le projet pilote, c'est aller chercher les financements auprès de bailleurs de fonds comme le PNUD, par exemple, ou une banque de développement avec laquelle nous sommes en train de discuter, qui permettront de financer le pilote et ensuite, nous l'espérons, de financer les futurs plans nationaux dans les autres pays. Donc, c'est à la fois cette intermédiation avec tous ceux qui ont la capacité d'être partie prenante d'un projet, et puis aussi d'agir par le moyen de l'appui technique chaque fois qu'on peut apporter des recettes techniques. Mais l'une des missions premières de la Fondation de Brazzaville, jadis, quand elle est mise en place, c'était sur les questions de paix et de sécurité. Bon, notamment, l'histoire nous parle justement des intermédiations qui ont été faites par le président, ce Jean-Yves, c'est ça, et ainsi que les États africains. Aujourd'hui, la Fondation, comment est-ce qu'elle répond à ces questions d'intégration de paix dans ces politiques? Alors, nous traitons la question de la paix par la résolution ou la prévention des conflits. C'est confidentiel par nature. On sait, par exemple, que la Fondation Brazzaville, en 2019, avec aussi la facilitation du président Macky Sall du Sénégal, a tenté un dialogue intra-libyen pour faire discuter différentes parties prenantes libyennes qui peuvent imaginer une solution africaine et une solution libyenne d'abord au conflit libyen, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'interférences étrangères en Libye. Et la Fondation Brazzaville, avec le président Macky Sall, avec le président Sassou Nguesso du Congo, croit à cette capacité africaine de trouver une solution au conflit libyen. Donc c'est un processus qui se continue, qui n'a pas besoin de grande publicité, parce que la publicité, au contraire, certainement l'empêcherait de réussir. Voilà. Et donc, chaque fois que une crise comment dirais-je, se présente, on peut imaginer qu'il y a un expert, un médiateur de la Fondation Brazzaville qui peut agir pour aller discuter, dialoguer, mettre différentes parties prenantes, différents protagonistes en conversation pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Et donc vous remarquerez que dans le conseil consultatif de la Fondation Brazzaville se trouvent des anciens chefs d'État, anciens chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, donc des experts africains
qui ont cette capacité de pouvoir aussi faire des médiations. Je pense par exemple à l'ancien Premier ministre de la Guinée, Cabinet Komara, qui est très connu pour avoir aussi cette capacité. Ou monsieur Amama Mbabazi, l'ancien Premier ministre de l'Ouganda, par exemple. Alors, et c'est quoi la feuille de route planifiée de la Fondation dans ces années qui... Alors, nous avons un planning déjà assez chargé de 2023 pour l'initiative de Lomé contre les médicaments falsifiés. Plusieurs rendez-vous, donc la mise en place du pilote au Togo. On aura au printemps une rencontre des directeurs de la pharmacie des pays francophones à Lomé. On aura à nouveau une présence importante de l'initiative de Lomé au comité régional de la santé au Botswana. On a fait une très belle réunion à Lomé qui a permis à l'ensemble de la communauté africaine de comprendre la problématique des faux médicaments. Donc on va revenir avec, j'espère, des avancées cette fois-ci, et grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Et on imagine avec certains pays des séminaires techniques régionaux, avec la République du Congo à Brazzaville, en relation avec l'OMS Afrique, un séminaire sur des questions de sécurité liées aux faux médicaments, avec le Sénégal et l'ONUDC, un séminaire technique sur les questions des législations, pour voir comment les harmoniser, et en appelant aussi d'autres partenaires, et notamment l'Union africaine et le département ODA-NEPAD, qui accompagne la mise en place de l'Agence africaine du médicament. Donc ça, c'est pour la partie santé. Et selon les résultats de la consultation que nous menons ici sur la question environnementale, nous verrons comment, avec d'autres partenaires, nous pouvons, ou pas, mais nous espérons que nous trouverons les moyens d'accompagner le renforcement des compétences pour une meilleure bancabilité des projets environnementaux et peut-être dessiner cet incubateur qui pourra permettre de rendre les projets environnementaux successful, comme on dit en anglais. Hein. Voilà. La Fondation, justement, a acquis le statut d'observateur auprès de la Convention des Nations Unies sur le climat. Alors, le positionnement des pays, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre justement au-delà de cet appui consultatif que la Fondation fournit pour le cas pilote de la RDC et autres, de façon globale, il faut s'attendre à quoi avec ce statut? On a plusieurs statuts internationaux. Hein. Nous avons le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, ce qui nous permet d'accéder à certains débats. Nous avons cette année, par exemple, été invités à débattre avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question environnementale. On est aussi trésorier de la conférence des ONG aux Nations Unies. Donc là, c'est plutôt une coordination de la société civile internationale. Et ce que nous souhaiterions faire, c'est aider à structurer une plateforme africaine de la société civile, certainement en relation avec l'Union africaine et le système des Nations Unies, pour que cette société civile puisse se renforcer et pour qu'elle puisse apporter aussi de manière plus efficiente les réponses qui sont les siennes. Donc là, c'est aussi un rôle d'intermédiation. Et on voit bien une forme de plateformisation de la Fondation Brazzaville pour rendre ses services à toutes celles et ceux qui ont envie de travailler avec nous. Et pour sortir justement de cet entretien, en rapport avec des enjeux financiers liés au programme de la Fondation Brazzaville, qu'est-ce que cela représente justement dans les accompagnements, les politiques et autres? Tout ceci, bien évidemment, vous le comprenez, ne se fait pas sans moyens. Voilà. Et donc, nous appelons Fondation Brazzaville. Alors parfois, on croit que la Fondation Brazzaville est une fondation donatrice, c'est-à-dire que nous donnons de l'argent comme le font d'autres fondations. Nous sommes au contraire une fondation collectrice. C'est-à-dire que nous avons besoin de moyens pour appuyer les programmes dans lesquels nous agissons auprès des pays qui nous demandent d'agir avec eux. Donc, nous profitons aussi de notre présence à la COP pour rencontrer des bailleurs de fonds potentiels pour nous aider dans notre propre financement, pour que nous puissions accomplir notre mission. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc une grosse partie de notre temps ici est dédiée à la rencontre avec des bailleurs de fonds potentiels. Je pense au PNUD, je pense à des banques de développement, pour pouvoir, nous l'espérons, trouver les moyens qui nous permettent d'agir
au service de l'Afrique. Merci pour cet échange. Face à Raoul recevait M. Richard Amalvi. Il est le directeur général de la Fondation de Brazzaville, ici à Sharm el-Cheikh, en marge de la COP 27 sur le climat. Merci beaucoup Raoul de m'avoir invité. Je vous invite sur ce à suivre cet élément en rapport avec la participation de la Fondation de Brazzaville à la COP 27. Donc nous accueillons les visiteurs ici et on leur propose une activité très simple qui est une consultation en ligne qu'ils peuvent donc suivre en scannant le QR code. Ils peuvent repartir avec. Ils peuvent aussi passer du temps avec nous en s'asseyant ici, en utilisant nos machines, et ce qui permet aussi des entretiens semi-directifs. Et dans cette consultation, on a introduit un biais volontairement que nous annonçons d'ailleurs dès le début du questionnaire, qui est un biais qui consiste à conscientiser ceux qui vont participer à la consultation à la manière dont on regarde l'Afrique, puisque ce que nous souhaitons aussi, c'est que cette consultation, dans son résultat, participe au changement de narratif que la plupart des dirigeants africains exigent aujourd'hui. C'est-à-dire comment peut-on changer le discours sur l'Afrique. Et donc, en captant ces solutions, en ouvrant les yeux sur ces solutions que l'Afrique peut apporter au changement climatique, tant les changements qu'il lui pose, les défis qu'il lui pose que les défis planétaires, on espère que ceux qui vont participer à la consultation peuvent changer de regard et peuvent comprendre aussi la manière dont l'Afrique apporte des solutions. Cette consultation, elle repose sur 3 mots-clés. Écouter, comprendre, agir. C'est-à-dire que nous considérons qu'il est grand temps non seulement d'écouter, mais surtout d'entendre ce que l'Afrique a à dire pour la comprendre et ce qui doit amener à une action nouvelle, bien entendu. Voilà, donc la Fondation se présente ici à la COP telle qu'elle est, avec à la fois ses champs d'intervention, la paix, l'environnement, la santé. Donc la paix, c'est essentiellement des actions de prévention et de résolution de conflits qui sont menées par notre président fondateur, Jean-Yves Olivier, par les membres de notre conseil consultatif, qui sont d'éminents experts en médiation internationale pour la plupart d'entre eux. En ce qui concerne l'environnement, ça tourne bien sûr autour de la préservation du bassin du Congo, puisque, vous le savez, la Fondation Brazzaville a éminemment contribué à la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, en appuyant la République du Congo et le Royaume du Maroc lors de la COP 22 à Marrakech, par une préétude qui a permis le lancement de ce fonds international qui maintenant vit de façon autonome et qui est présenté d'ailleurs à la COP 27 ici sur un pavillon en zone bleue. Et puis donc il y a un autre programme qui est soutenu par la Fondation Brazzaville, l'initiative de Lomé contre les faux médicaments, où on retrouve d'autres pays africains et qui s'engagent aujourd'hui à créer par exemple de nouvelles législations pour incriminer les trafiquants. C'est une question de santé publique, mais c'est aussi une question de sécurité, d'état de droit. Donc sur le Fonds bleu pour le bassin du Congo, la Fondation est un partenaire technique historique, puisque comme nous l'avons expliqué, elle a contribué à la préétude qui a permis de lancer le fonds à la COP22. Aujourd'hui, elle est donc tout naturellement partenaire technique de la Commission Climat pour le bassin du Congo, qui est présidée par son Excellence Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État de la République congolaise. Et ainsi, elle peut aussi travailler avec les autres partenaires techniques et financiers qui participent à l'élaboration du Fonds bleu, à sa promotion et, nous l'espérons, à son abondement, puisque ce fonds a besoin aussi d'argent pour pouvoir exister et pour pouvoir soutenir les quelques 250 projets qui aujourd'hui sont dans son pipeline. Et à ce propos, il est important de noter le rôle d'ambassadeur de bonne volonté de Jean-Yves Olivier, notre président fondateur, qui a été nommé par le sommet des chefs d'État de 2018. Et c'est un procédant du rôle de Jean-Yves Olivier que la Fondation essaie aussi de contribuer à la recherche de partenaires financiers. Et notre présence ici à la COP est aussi fait pour cela. Et nous utilisons notre statut d'observateur pour rencontrer les institutions qui peuvent aussi s'intéresser à la cause de la préservation du bassin du Congo par le moyen du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc en janvier 2020, à Lomé, à l'invitation de la République togolaise et de la Fondation Brazzaville, 6 chefs d'État ou leurs représentants ont signé une déclaration politique pour s'engager à lutter contre le trafic de faux médicaments. La République togolaise est coordinateur politique et la Fondation Brazzaville est coordinateur technique de cette initiative qui va voir très bientôt,
au mois de novembre, fin novembre 2022, le lancement d'un pilote au Togo qui va permettre à la fois d'élaborer et de mettre en œuvre un plan national de lutte contre les faux médicaments au Togo, mais aussi de modéliser la méthode qui permettra d'améliorer des plans nationaux dans d'autres pays ou d'élaborer aussi d'autres plans nationaux dans d'autres pays membres de l'initiative de Lomé. À l'invitation d'ailleurs du président Franck Nassimbe, nous allons faire en sorte de plateformiser au niveau continental, au niveau africain, cette initiative de Lomé contre les faux médicaments, puisque en parallèle aussi se développe l'Agence africaine du médicament qui sera basée au Rwanda. Et donc on voit que finalement la Fondation Brazzaville évolue aussi dans sa façon de travailler. Elle a démarré avec des activités de plaidoyer, comme on le sait, de diplomatie parallèle ou de diplomatie civile. Et aujourd'hui, on va aussi vers de l'appui technique. C'est ce qui a été fait historiquement avec le Fonds bleu. C'est ce qui est fait aussi avec l'initiative de Lomé contre les faux médicaments. Apporter une expertise, un soutien technique aux pays qui nous le demandent. Et en association, à présent, de plus en plus forte avec le système des Nations Unies, par exemple l'Organisation mondiale de la santé ou le PNUD sur l'initiative de Lomé.